Et au début, c'est vraiment, on se demande pourquoi ces mots, parce que ça peut aussi ressembler aussi à une chaîne associative. Ouais. Parce que quand il va dire le complexe de fruits ou tout autre, il va commencer par la première fois que ce terme est apparu, ce signifiant, puis il va mettre ensemble avec les autres fois que ça apparaît, ou d'autres citations de la patiente qui sont en lien, pour interpréter tout ça confondu. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même un bout qui paraît arbitraire, parce qu'il va interpréter un ensemble de citations qui tournent autour du même sujet, mais ce n'est pas dans une association libre de la patiente sur le moment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il avait l'intention de faire une théorie, c'est-à-dire de faire un dispositif, si tu veux, donc une application pour expliquer la psychogenèse de la schizophrénie. Donc, où on pouvait appliquer cette théorie, qui le faisait de la théorie des complexes, sur les patients schizophrènes pour connaître la psychogenèse, c'est-à-dire de chaque patient. Mais j'ai l'impression qu'il est parti avec cette idée d'en faire un modèle, mais l'impression que j'ai eue, c'est qu'il s'est perdu dans ces associations. Il se perd, il y a tellement de choses et il commence à se complexifier, n'est-ce pas? Il commence à être très volumineux et on perd l'idée centrale, on perd l'idée, justement, le fil rouge. Moi, je ne sais pas si c'est si nouveau que ça, parce que... Vous avez des définitions? Je vous lis la définition, puis je vous dis où je veux en venir. Déjà, j'ai plusieurs définitions. Roudinesco. Je vous lis peut-être pour Jung. Donc complexe, c'est un terme qui a été créé par Theodor Zion au 19e. Je ne connais pas cet auteur. Chez Jung, désigne les éclats de personnalité détachés ou des groupes à contenu psychique séparés du conscient, ayant un fonctionnement autonome dans l'inconscient. De là, il y a une influence potentielle sur le conscient. C'est ce qu'elle dit, j'ai résumé. Autonomie. C'est ce qu'on trouve dans le texte. Donc c'est un modèle. C'est ce qu'on trouve dans le texte. Mais c'est un modèle qui, pour moi, n'est pas nouveau, j'en viendrai, parce que ça a à faire avec les études sur l'hystérie. On trouve le même raisonnement médicaux, infectieux, avec l'histoire de contamination, enfin d'incubation. Voilà. Je vous lis le texte, c'est à la page 153, et la fin, et puis le début de la 154. Donc il parle au début de la patiente a toujours été pauvre, elle essaie de donner une explication à ses complexes de grandeur, donc elle était pauvre, donc elle recherche à compenser par l'imaginaire, il le dit à un autre moment, mais à des gros prix, vu qu'elle délire, il essaie de compenser ce manque. Donc là je vous lis. Chez la patiente, le beau rêve qui satisfait le désir se présente côte à côte avec les associations de l'existence éveillée. Le pouvoir inhibiteur du complexe moi, ayant été détruit par la maladie, le complexe remonte à la lumière du jour et continue alors automatiquement à tisser ses rêves en surface, comme il ne pouvait le faire auparavant, à l'époque normale, que dans les profondeurs obscures de l'inconscient, du domaine frappé d'inhibition. La démence précoce a perforé, c'est vraiment, on a l'impression d'une espèce de virus, de bactérie qui contamine du coup C'est un Covid. La démence précoce, elle a perforé le plafond de la conscience, donc c'est un inconscient à ciel ouvert. Mais c'est très topique. Je blague, mais c'est quand même dans la même idée. Oui, c'est topique. Donc, la fonction des associations les plus nettement orientées en fonction d'un but, si bien que maintenant, on peut regarder de partout l'intérieur du mécanisme automatique des complexes inconscients. Mais c'est super intéressant comme il l'a Mais c'est là, il est dans la deuxième topique avant la lettre, parce qu'il parle de complexe moi détruit par la maladie, donc le moi. C'est la théorie classique de la psychose, n'est-ce pas? Le moi détruit, et donc il parle de moi, chose qu'à l'époque, en 1907, Freud n'en parlait pas encore, n'est-ce pas? Et le complexe inconscient qui fait surface. Donc c'est vraiment, on est dans la deuxième topique là. Mais il est même avant, parce que d'après ce que j'ai lu, j'ai lu ce texte avec beaucoup d'attention et lu les trucs, j'ai lu peut-être quelques pages avant ça, bien avant de Jung, je connais très mal,
quasiment pas. Je sais qu'il a été influencé par Flournoy et puis Janet. D'ailleurs, il les cite dans le texte, les deux. Et puis, dans les études sur l'hystérie, si on se rappelle de Hannah O, à un moment donné, un des facteurs, il a un peu le même style quelque part que Breuillère, où il a besoin de faire l'entomologiste et de tout décrire en détail de manière médico-obsessionnelle. Ça c'est un point commun. Et puis, il y a quand même un des facteurs de sa maladie, c'est à un moment donné, si je l'ai lu dernièrement, c'est pour ça que je m'en souviens, parce que ces études sur l'hystérie, je les mélange, tous ces cas, mais à un moment donné, Hannah O est à côté de son père, un peu assoupie, elle attend que le chirurgien vienne pour soigner son père, elle est assoupie, elle a son bras qui est derrière sa chaise, et puis c'est une jeune femme qui est beaucoup dans la rêverie, et ça ils insistent là-dessus. C'est à propos de ce qu'ils appelaient à l'époque l'hystérie hypnoïde, si je ne me trompe pas dans les termes. Puis elle est comme ça, et puis à un moment donné, elle voit apparaître, elle hallucine un serpent, et puis elle regarde ses doigts, et puis elle voit que c'est des serpents. Puis à partir de ce moment-là, tout son monde intérieur, tous ces fantasmes vont prendre le dessus sur sa vie, puis elle ne pourra plus parler en allemand, elle ne parlera plus qu'en anglais, elle sera paralysée, et puis elle aura ce cortège de symptômes. Donc je trouve que ça ressemble... Il me semble qu'il y a des similitudes, en tout cas dans le raisonnement, avec l'idée qu'il y a une structure un peu fragile, un imaginaire trop débordant qui va envahir complètement l'être du sujet. C'est comme ça que je l'interprète. On a été envahi par le complexe, on a interrompu la présentation. Non, mais j'allais justement dire qu'en allant chercher, puis en utilisant l'interprétation des rêves pour comprendre, pour rendre compréhensible l'intelligible de la patiente, il retrouve les mêmes mécanismes décrits dans l'interprétation de rêves, le déplacement, la condensation, les néologismes qui va les découper pour trouver qu'est-ce qui est caché derrière, etc. Et c'est comme ça qu'il va interpréter le complexe. Donc après, il conclut que le psychotique est un rêveur qui parle. Et que d'où l'idée de l'inconscient sans le conscient dessus qui critique, etc. Et donc il est convaincu là qu'il s'agit de l'inconscient et qu'il s'agit des associations comme dans le rêve. Mais il passe beaucoup de temps à faire des distinctions jusqu'à parler de... Donc que distingue donc, le schizophrène du rêveur, du somnambule et du poète. Ça, je trouvais assez joli. Et ce que j'ai retenu, c'est ma pensée à ce moment-là, qu'il cherche à comprendre qu'est-ce qui manque chez le schizophrène, qui serait, je pense, la métaphore. Il le formule un peu de cette manière. Il fait une attention particulière au langage. Question de néologisme aussi. Métaphore, métonymie. Mais c'est pas toujours clair comment il définit les choses. Exactement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les... Il avait l'espoir de vraiment trouver la psychogenèse de la schizophrénie à travers cette investigation, cette association des mots. Je pense qu'il partait presque du présupposé de la psychogénèse. Il ne parle même pas beaucoup de la question étiologique. Tout simplement, c'est presque un présupposé pour lui en 1907. Mais que ça allait, par ces associations, ça allait revenir à un complexe qui allait tout à fait éclairer. Il n'y a pas besoin d'anamnèse, puisque ça allait révéler, ce serait une révélation pourquoi la personne était devenue schizophrène. Et par rapport à la remarque très causal. De Marc Anton, c'est ça, il cherchait à comprendre s'il y a un continuum entre l'hystérie et la schizophrénie, si le mécanisme est le même, et finalement c'est que le complexe a pris plus de place ou qu'il a encore été plus destructeur. Il a tendance à penser cela. Aussi, à plusieurs reprises, il conclut qu'il y a une grande différence, c'est la tonalité affective, dit-il. Oui. Et que l'hystérie a toujours... Tu dirais un continuum, parce que j'ai senti que c'était plutôt une comparaison.
Bah, il y a plusieurs fois où il se demande si c'est le même terrain qui prend une autre direction C'est ça. ou si c'est quelque chose qui n'a pas tenu et puis ça fait comme dans l'hystérie et ça donne la schizophrénie. Je pense que c'est ouvert pour lui de comprendre est-ce que c'est le même modèle qui sera appliqué ou c'est deux modèles. Et l'hystérie, pour lui, c'était presque un synonyme de normalité. Oui, Dans l'hystérie et dans la normalité. J'ai trouvé des choses que j'ai retenues, que j'aimais. La première, c'était que la vérité cachée du schizophrène est impossible de la trouver. On est devant un sens qui n'existe probablement pas. Et il marque, non pas comme chez l'hystérique où on sent que la vérité est là, mais il y a une grande résistance à nous la livrer. Ça, c'est une grande Et différence. il a une citation où il dit dans l'hystérie, vous avez Rome et Pompéi. Dans la schizophrénie, c'est que Pompéi que vous allez trouver. C'est joli. Donc les strates, la théorie de Freud des strates, Oui, c'est ça. Ouais. Et Mais il ça, donne c'est- le même exemple. c'est très vrai, oui. Mais c'est joli ce diagnostic différentiel qu'il fait, je trouve. C'est très clinique, comme il décrit les choses. Là, on voit plutôt ça. Chez le somnambule, ça sera un poète inconscient. Enfin, il dit plusieurs choses. C'est Mais assez en même joli. temps, c'est très développemental, hein, parce qu'il donne justement Pompée et puis Rome. Si tu veux, c'est deux époques différentes, des strates différentes. Donc, c'est très développemental au fond. Le plus enfoui, le plus profond, le plus daté, le plus vieux. En fait, Pompée, c'est plus vieux que Rome. C'est presque évolutionniste. Il y a une idée évolutionniste que je trouve très bien, une idée développementale qui pointe. Chez lui. Bon, mais Freud était aussi très Bien sûr, développant. bien sûr. Et même si on dit des fois qu'il était structuraliste. Oui, il y a les certains- stades. Ouais. Oui, oui. Et les stades, mais on peut mettre le stade comme Melanie Klein a très habilement fait. On peut transformer les stades En position. en position, puisque ça devient structurel, si tu veux. Hein. C'est-à-dire que c'est des positions que tu peux sortir, tu peux revenir, etc. Hein, et qui n'est pas comme ça. L'un Mais après l'autre. c'est-à-dire qu'on n'exclut pas l'autre de toute façon. Hein. C'est pour ça que la vision continuiste n'est pas mauvaise. Hein. Parce que, voilà. Ce que j'ai compris, juste pour revenir, pourquoi ils étaient si toujours à comprendre s'ils peuvent faire le diagnostic différentiel, c'est parce qu'il y avait une bonne compréhension de la belle indifférence dans l'hystérie et l'émoussement affectif dans la schizophrénie. Donc, il essayait de comprendre dans quel état, de quoi il s'agit, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là, comme ça, qui se présentaient enfermées, à ne pas répondre. Désaffecté. Et il cherchait justement l'affect pour faire la différence. Et pour cette patiente, il est assez étonné sur deux choses, qu'elle a quand même des affects intenses. Elle est apparemment assez bruyante dans l'hôpital. Elle peut être déçue, elle peut réclamer, elle peut être colérique, elle peut être contente, elle peut être reconnaissante de l'institution. Elle a une palette comme ça, émotionnelle qui apparaissait. Et ça c'était assez intriguant pour lui. Elle était aussi assez intelligente malgré ce milieu modeste qui est toujours répété, alors que dans ses délires, on voit la connaissance de plein de choses, une grande connaissance générale. Donc il n'y avait pas les autres signes de niveau cognitif bas, de dégénération cognitive.